Bonjour, bienvenue dans Dimanche en politique. La gauche n'a pas l'intention de faciliter la vie du gouvernement de Michel Barnier. La semaine prochaine, une motion de censure soutenue par le nouveau Front populaire va être débattue à l'Assemblée nationale. Sur le papier, elle a peu de chances d'aboutir, mais dans le paysage politique actuel, tellement inattendu et émouvant, tout est possible. On va faire le point avec l'invité de l'entretien de Dimanche en politique, Emmanuel Grégoire. Bonjour. Bonjour. Vous êtes porte-parole des députés du Parti socialiste et adjoint au maire de Paris, à la maire de Paris. Plus adjoint, parce que c'est pas possible de cumuler les deux, mais oui. J'ai eu l'honneur de l'être pendant 10 ans. Pendant 10 ans. Il y a un an, nous découvrions l'horreur des attaques du Hamas en Israël. 1205 personnes assassinées, 97 Israéliens sont toujours otages du Hamas sans qu'on sache s'ils sont tous en vie à l'heure qu'il est. Un an après cette attaque du 7 octobre, revendiquée par le Hamas, Israël a ouvert plusieurs fronts. Israël continue de bombarder régulièrement Gaza, où plus de 40 000 personnes ont été tuées, parmi elles beaucoup d'enfants. Les habitants doivent survivre au milieu des décombres. Et puis depuis une semaine, Israël braque son attention en direction du Liban pour viser le Hezbollah. Ce matin encore, au sud de Beyrouth, 1 million de Libanais ont dû fuir leur maison et on sait que l'Iran riposte en retour. Emmanuel Macron, hier, a appelé à cesser de livrer des armes à Israël qui pourraient servir à aller attaquer Gaza. Est-ce une déclaration bienvenue pour vous ? Non, je ne crois pas qu'elle soit bienvenue, parce que ce n'est pas le sujet. Le sujet, c'est que l'intérêt, ce n'est pas de savoir d'où vient la balle qui tue des enfants. L'intérêt, c'est de tout faire pour arriver au cessez-le-feu. Je trouve que c'est une déclaration de plus, d'un coup de volant à gauche, d'un coup de volant à droite du président de la République. C'est-à-dire qu'il n'est pas allé assez loin, il aurait dû rappeler le cessez-le-feu. Mais bien sûr, il faut rappeler la libération inconditionnelle des otages, d'abord, puisque nous arrivons à un moment mémoriel qui doit être un moment de respect de l'une des plus terribles attaques terroristes dans le monde de ces 50 dernières années. Ce sont les attentats terroristes du 7 octobre. Et le rappeler d'abord toujours. Deuxième chose, on peut honorer la mémoire des morts des attentats sans être complice ni de l'extrême droite israélienne et sans être hostile ou indifférent aux droits des Palestiniens, aux droits du Liban, à la souveraineté. Il faut quand même de la mesure et il faut remettre un peu de rationalité dans le débat sur ces sujets. Quand vous dites que cette déclaration est malvenue, ça veut dire quoi précisément ? Ça veut dire qu'elle est malvenue parce que il aurait mieux fallu dire le cessez-le-feu, comme vous le disiez, mais en même temps, le cessez-le-feu, ça peut passer aussi par des non-livraisons d'armes. Non, je ne crois pas que ce soit le sujet. Enfin, il y a plein de fournisseurs d'armes, c'est les États-Unis qui fournissent ces armes. C'est un non-débat sur un non-sujet opérationnel. Ça n'a pas vraiment, je le dis, ça n'a pas de sens. On ne sait pas pourquoi c'est intervenu cette déclaration à ce moment-là. Et deuxièmement, ça ne résout en rien le conflit armé qui est en cours. Je le redis, nous avons un conflit d'abord d'une complexité immense. Et beaucoup d'intervenants partout dans la vie politique nationale et internationale s'érigent en spécialistes d'une situation qui est infiniment complexe et qui demande, je le crois, mesure et hauteur de vue. La première chose dont on est certaine, ce sont les attaques du 7 octobre par des organisations terroristes qui ont perpétré des massacres innommables. Que rien ne justifie ni la défense des droits des Palestiniens, ni une quelconque résistance armée de quoi que ce soit. Ce sont des attaques terroristes que je veux condamner avec la plus grande fermeté. Alors justement là-dessus, parce qu'il y a un an, la NUPES, à l'époque, avait volé en éclats après le communiqué de la France Insoumise qui ne retenait pas la qualification de terroriste, justement, pour définir l'attaque du 7 octobre. Maintenant, il y a le nouveau Front populaire. La page est tournée ? En tout cas, ce point qui était une erreur et une faute politique majeure, morale et politique, de la part de la France Insoumise à l'époque, ce dont on sait que beaucoup d'entre eux conviennent. Beaucoup d'entre eux vous disent aujourd'hui le positionnement n'était pas le bon, les mots n'étaient pas les bons. Donc la page est tournée. C'était une erreur. Nous avons veillé, et honnêtement, les socialistes et Raphaël Glucksmann et Place Publique ont pesé, et la campagne des Européennes y a aidé. C'est un point de clarification qui a eu lieu depuis. Il n'y a plus de débat. Le Hamas est une organisation terroriste. Il n'y a plus de débat au sein de la gauche. Les attaques du 7 octobre étaient un attentat terroriste. L'incident est clos à vos yeux. D'abord, c'est jamais clos. Parce que sur ces sujets-là, qui sont sensibles, il faut être vigilant dans la durée. Il faut être ferme sur les valeurs dans la durée. Mais ce point de clarification à gauche était indispensable et il a eu lieu. Tant qu'il a lieu, ça va. Si à chaque fois qu'un coup de canif y est donné, il faut le condamner avec une fermeté absolue. Le ministre de l'Intérieur a demandé le renforcement des mesures de sécurité autour des lieux de culte juifs, je veux dire, en France. Vous êtes élu du centre de Paris où vit une importante communauté juive. Partagez-vous ces craintes ? D'abord, je partage l'importance d'y accorder de la vigilance et je soutiens évidemment les mesures qui seront prises par les pouvoirs de police. Mais il y a deux choses. D'abord, il faut que les Français comprennent que ces attentats du 7 octobre ne sont pas des attentats qui sont si loin. Ils ont frappé au cœur
des familles françaises, parce qu'on a tous des amis, parfois des membres de familles d'amis, qui ont été soit victimes directes, soit indirectes de ces conflits. Je le dis d'ailleurs autant pour les victimes des attentats terroristes que victimes des effets dans la durée de la guerre, quand on parle des civils palestiniens, quand on parle aujourd'hui des civils au Liban. Ce qui est insupportable d'une certaine manière, c'est l'importation du conflit qui met en danger la vie de nos concitoyens. Mais qui a importé ce conflit ? Ce sont d'abord des extrémistes de tous bords. Notre pays n'a jamais été à l'abri du terrorisme islamiste, on le sait. Et comme élu parisien pendant 10 ans, nous avons trop souvent, à Paris et ailleurs, eu l'occasion d'en rappeler la réalité concrète. Et donc, il faut que nos concitoyens, qu'ils soient d'ailleurs juifs, qu'ils soient musulmans, peu importe, et ça les regarde, ils doivent pouvoir le faire librement, se sentent en sécurité. Et donc, toutes les mesures qui y concourent sont bonnes à prendre. Michel Barnier a fait sa déclaration de politique générale cette semaine à l'Assemblée nationale. Vous l'avez écouté attentivement. Il s'apprête à connaître son baptême du feu avec votre motion de censure qui sera débattue après-demain. La véritable épée de Damoclès, c'est notre dette financière colossale. Le premier remède de la dette, c'est la réduction des dépenses. Réduire les dépenses, c'est renoncer à l'illusion du tout gratuit, à la tentation de tout subventionner. C'est ici que nous serons de tous les combats qui amélioreront la vie des Françaises et des Français. Nous sommes à leur service quand vous êtes encore au service du président de la République. En 2 mots, nous légiférerons et vous exécuterez. Nous, comme socialistes et comme républicains, nous respectons nos adversaires. Nous respectons leurs électeurs, tous les électeurs, sans exception et sans distinction. Nous respectons les Français en bloc. Vous avez dit nous respectons un tel. Il faut aussi que vous respectiez le gouvernement. Moi, j'ai toujours été quand même un peu surpris de voir que vous, M. le Président Vallot, et puis d'autres, ont annoncé que vous alliez voter la motion de censure avant même que j'ouvre la bouche et avant même que je vienne ici vous présenter la déclaration de politique générale. Emmanuel Grégoire, vous ne laissez pas le Premier ministre le temps de souffler. Mardi, le Parti socialiste va défendre donc la motion de censure au nom du nouveau Front populaire. Pensez-vous que c'est parce que c'est le PS qui présente le texte, ça va être suffisant pour convaincre éventuellement des élus venus d'autres bancs ? Écoutez, oui, nous l'espérons, parce que c'est un moment de vérité, d'une certaine manière. Il y a eu un discours de déclaration de politique générale sans vote de confiance. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire reconnaître que ce gouvernement, il n'a pas de majorité qui le soutient à l'Assemblée nationale. Et donc la motion de censure s'imposait précisément parce qu'elle permettra de montrer qui est dans l'opposition et qui soutient ce gouvernement. Une fois que vous avez dit ça, vous comptez sur qui ? Nous avons des discussions avec de nombreux groupes dans lesquels il y a des non-inscrits, dans lesquels il y a des parlementaires d'Ensemble pour la République qui ne sont pas les plus tendres à l'égard de Michel Barnier. Vous pensez que des macronistes de gauche pourraient voter cette motion de censure ? Les macronistes de gauche, ça n'existe pas. Alors c'est qui va voter à part le Donc les macronistes de gauche n'existent plus. On va savoir s'ils sont de gauche, c'est-à-dire s'ils votent la motion de censure, ou s'ils sont de droite, c'est-à-dire qu'ils soutiennent ce gouvernement. Vous avez 193. Je n'en sais rien. Encore une fois, je suis très respectueux du droit souverain d'un parlementaire à voter dans un moment aussi solennel qu'une motion de censure. Mais c'est un moment de vérité, je le dis vraiment avec humilité et gravité. Nous verrons qui est dans la majorité putative et qui est dans l'opposition. Je pense que le nouveau Front populaire sera évidemment totalement rassemblé, 192 signataires de cette motion de censure, c'est énorme déjà comme bloc. Il aurait dû conduire le gouvernement d'ailleurs à être initié et à être piloté par le nouveau Front populaire. Et nous verrons à la fois dans le môle central, dans cet espace un peu gazeux où des gens se disent de gauche mais soutiennent un gouvernement de droite, s'ils sont de gauche, ces gens-là, justement, je disais macronistes de gauche pour faire ça, mais c'est qui ? Posez la question à la ministre qui sera votre invitée juste après. Ouais. Elle a passé son été à essayer de discuter avec des gens dits de gauche pour dire est-ce qu'il y a un espace pour reconstruire ? Comment peut-elle aujourd'hui être ministre d'un gouvernement qui a une ligne aussi à droite? Comment peut-elle aujourd'hui être membre d'un gouvernement qui s'apprête à imposer un budget d'austérité comme on n'en a pas vu depuis sans doute une trentaine d'années dans notre... Mais dans le même temps, Michel Barnier dit, par exemple, hausse d'impôts pour les plus riches, sur les bénéfices des grosses sociétés, suppression de l'assurance chômage, et il dit dans la Tribune dimanche aujourd'hui qu'il appelle tous les groupes parlementaires au dialogue. Vous dites non, il n'y a rien à discuter. Il a raison d'appeler au dialogue, et je suis ouvert au dialogue, et les socialistes, Boris Vallaud l'a dit, sont ouverts au dialogue, parce que c'est le devoir d'un groupe parlementaire, au moins de discuter. Quand on n'est pas d'accord, on n'est pas d'accord, mais tout ce qui peut aider à contribuer à mettre en œuvre les mesures que nous portons doit être exploré. Enfin, ne nous leurrons pas, on travaille sur les détails, et on est en désaccord majeur, total, frontal, sur l'essentiel. Et donc, c'est un moment de vérité, peut-être, excusez-moi, laissez-moi souligner au moins un point.
et de ceux qui se disent de gauche, mais qui participent à une aventure de droite depuis si longtemps. C'est le moment de clarifier. C'est maintenant et pas plus tard. Et deuxièmement, nous observerons à cette occasion, sans doute, on le regrette parce qu'évidemment, ça permettra au gouvernement Barnier de continuer, que le Rassemblement national est un soutien explicite de la politique qui sera menée. Raphaël Glucksmann, qui était à la tête de liste du Parti socialiste, mais lui, il est place publique aux européennes de juin dernier, fait son retour ce week-end à La Réole, en Gironde. Il défend une gauche qui ne fasse pas alliance avec la France insoumise. Êtes-vous sur cette ligne ? Moi, je trouve que Raphaël Glucksmann a d'abord été une très belle tête de liste pour les élections européennes. Et deuxièmement, qu'il est une personnalité de la gauche utile, ce qu'il incarne et son positionnement dans la phase de reconstruction de la gauche qui est engagée. Mais lui, il est contre l'accord avec la France insoumise. Non, il n'est pas contre, puisqu'il l'a signé. D'accord, mais aujourd'hui, il dit qu'il faut se dégager de ça. Moi, j'ai des nuances infinies, non pas avec la France insoumise, qui est un espace gazeux, mais ciblons, la France insoumise, ça n'existe pas, c'est Jean-Luc Mélenchon. C'est ça le sujet. Le sujet, c'est Jean-Luc Mélenchon. Donc vous avez un problème avec Jean-Luc Mélenchon, je peux pas, comme député de gauche, envoyer le message à vos téléspectateurs que parce qu'un jour, dans leur vie, ils ont voté la France insoumise, je les considérais dans le camp d'une gauche qui n'a pas le mérite d'exister. Le problème, c'est quoi ou c'est qui ? Le problème, c'est Jean-Luc Mélenchon, son obsession présidentielle et les manquements aux valeurs vraiment très graves dont il est la cause au nom d'objectifs politiques qui, je considère, ont le défaut de créer un plafond de verre et de condamner la gauche à l'opposition. Donc moi, je suis pour l'unité de la gauche, je suis pour une recomposition de la gauche qui soit capable de s'affranchir des excès et des erreurs de Jean-Luc Mélenchon. Et donc, si à un moment donné, je pense que ça peut traverser beaucoup plus que simplement place publique, une partie du PS. Je pense que c'est quelque chose qui peut rassembler les communistes, les écologistes, place publique, le derrière Parti socialiste. Tout sauf Mélenchon. Reconstruisons. Derrière tout sauf Mélenchon. Et si on tournait la page, reconstruisons une gauche qui puisse s'émanciper de Jean-Luc Mélenchon voilà, et qui puisse avoir une chance de gagner des élections nationales. Dans plusieurs journaux, dont le quotidien belge Le Soir, François Hollande a estimé que la présidentielle sera le moment de la confrontation des deux gauches. Vous êtes en train de parler de deux gauches, là. Est-ce que vous partagez ce sentiment ? Ce sera réglé à la présidentielle ? Alors, j'espère que ça se configurera pas exactement comme ça, parce que ça risquerait de fragiliser la gauche et de la diviser. Et si elle était divisée, elle n'a aucune chance de gagner. Mais en revanche, j'espère qu'il y aura un moment de clarification préalable à l'élection de 2027 qui soit empêchera Jean-Luc Mélenchon d'être candidat lui-même, soit le marginalisera à tel point que la gauche hors mélenchoniste soit en situation de gagner. C'est ce que vous souhaitez en tout cas. C'est ce qu'on souhaite et c'est ce à quoi nous allons travailler. Et je crois vraiment que ça rassemble beaucoup plus largement que la France insoumise. Hier, il y avait quelqu'un que vous connaissez bien qui était aux côtés de Raphaël Glucksmann, qui s'est affiché très, très, très visiblement. C'est Anne Hidalgo, maire de Paris. Elle est toujours socialiste ? Oui, elle est toujours socialiste. On connaît sa proximité, bien sûr. Mais Anne Hidalgo, j'ai travaillé 10 ans avec elle. Autant vous dire que j'ai avec elle une relation d'affection et de fidélité politique. Mais ça, ce sont ses choix. Elle en est évidemment souveraine et du moment et de la façon dont elle souhaite l'annoncer. Moi, ce que je sais, c'est tous ces moments de rencontre, le foisonnement et la mosaïque des initiatives de gauche, seront une bonne chose s'ils permettent la convergence vers une solution. Vous dites le moment où Anne Hidalgo pourrait l'annoncer. Donc c'est bien dans les tuyaux, elle pourrait rejoindre Place Publique. Non, je n'en sais rien. Ah d'accord. Si elle veut l'annoncer. J'en sais rien. Si elle veut l'annoncer. On va l'annoncer. accueillir Romain Herreros, chef du service politique du Huffington Post, pour sa première carte blanche d'endimanche en politique. Bonjour Romain. Bonjour. Alors, après 2 mandats à la mairie de Paris, Anne Hidalgo doit-elle se représenter, selon vous ? Écoutez, c'est un sujet qui se pose d'abord à elle. C'est un sujet ensuite qui engage un collectif. Pour vous dire la chose différemment, on est dans un moment où notre pays est à l'aube d'une situation budgétaire et politique très instable et très grave. Deuxièmement, la situation internationale est immensément complexe et je pense qu'il faut que, à chaque moment, on puisse discuter sérieusement des sujets. Est-ce qu'elle est la mieux placée pour rassembler à gauche ? Ce que je veux dire, c'est qu'Anne Hidalgo, elle a fait 2 mandats de maire de Paris extraordinaires dans sa capacité à impulser des nouveaux projets, à transformer la ville et qu'on va lui laisser respectueusement le temps d'y réfléchir, et chacun sait que j'en ai discuté longuement avec elle. Si elle ne repartait pas, est-ce que vous seriez le candidat naturel ? Il n'y a pas de candidat naturel. En politique, les héritiers finissent toujours par mourir. Mais vous y pensez ? Donc, je vous le dis très franchement, évidemment que chacun sait mon intérêt pour Paris, chacun sait que c'est là que s'est construit mon engagement politique depuis maintenant quasiment une 30aine d'années, et que j'aspire, oui, à continuer à servir Paris dans la durée, mais chaque chose en son temps. Y compris au municipal ? Oui, ça passera. Votre décision n'est pas prise à l'heure qu'il est. Non, mais d'abord parce qu'on doit en discuter collectivement. Vous connaissez Lucie Castet, c'était la candidate du NFP pour Matignon. Anne Hidalgo lui a demandé de quitter son poste
à la rentrée. Est-ce que c'est une décision que vous approuvez ? Alors, je crois que vous faites état de rumeurs de presse qui n'ont été approuvées par personne et confirmées par personne. Je me moque de ces situations-là. C'est pas mon sujet et en l'occurrence, tout ça n'est que rumeurs de presse et je ne commente pas les rumeurs de presse. Ça prendrait sinon beaucoup de mon temps de cerveau. Donc elle est partie de son plein gré. Je ne commente pas cette affaire. Je n'en sais rien. Je n'en sais rien. Lucie Casté a travaillé avec moi pendant de très longues années. C'est quelqu'un qui a une immense valeur professionnelle. Elle a, je crois, démontré des capacités politiques immenses au cours de l'été et j'espère qu'elle sera l'une des figures qui arrivera à nourrir la construction de la gauche dans les années qui viennent et à permettre, d'une certaine manière, la convergence des gauches au service d'un projet de transformation du de la France. Rester salarié de la mairie de Paris et représentant du nouveau Front populaire, c'était incompatible ? Oui, ça me paraît incompatible d'exercer des fonctions à un très haut poste administratif quand on est engagé en politique. Il faut faire un choix, et ce choix a été mis en œuvre. Merci Romain. Depuis une semaine, une partie du périphérique autour de Paris est limitée à 50 km/h au lieu de 70 jusque-là. D'ici le milieu de la semaine prochaine, ça va être tout le périph' qui va être à 50 km/h. Un bilan sera fait entre la ville de Paris et l'État d'ici un an, c'est ça, hein ? S'il faut faire marche arrière, vous imaginez, il va falloir démonter les panneaux, tout remettre en place. On a l'impression de revoir Édouard Philippe avec ses 80 km/h. Oui. Quel gâchis, non ? Alors, si ça ne marche pas, j'ai bien dit. Deux choses. D'abord, c'est quand on fait des choses et qu'on dit qu'on veut engager un dialogue et des évaluations, ça veut dire qu'on part du principe que soit on le confirme, soit on peut corriger. Et vous l'avez évoqué, des fois, on fait des choses en pensant qu'elles auront des bons effets, et si c'est contre-productif, on peut revenir en arrière. Et je trouve que c'est un signe d'ouverture, là où il nous est fait en permanence à Paris un procès, entre guillemets, nous agissons. Et donc, quand on agit, c'est plus difficile que de ne rien faire. Un mot sur les Jeux Olympiques, il nous reste quelques secondes, parce que vous avez été au cœur du dispositif. L'un des héritages, ça va être les caméras de surveillance dans Paris, couplées avec de la surveillance algorithmique. Le gouvernement voudrait continuer ça. Est-ce que vous y opposerez ? Moi, à titre personnel, non, je m'y opposerai pas. Pourquoi ? En tant qu'élu de Paris ou en tant que député ? En tant que les deux, j'essaie d'avoir une cohérence entre les deux, c'est quand même mieux. C'est une question que je vous pose. On a beaucoup travaillé notamment pour comment on utilise les nouvelles technologies pour améliorer l'efficacité des services de sécurité sans contrevenir aux libertés individuelles. Et moi, je me pose une question simple, c'est si un outil était utilisé par une force, entre guillemets, autoritaire, est-ce que ce serait préjudiciable et dangereux ? Aujourd'hui, il n'y a pas de reconnaissance faciale, il s'agit juste, comprenons-le, de logiciels qui détectent des atypies de mouvements de foule. Donc vous êtes pour le maintien de ce dispositif ? Je crois qu'il a fait ses preuves. Je laisserai d'abord, je vais vous le dire, les experts produire des comptes rendus d'évaluation, mais a priori, j'ai beaucoup travaillé ces dernières années, je pense que nous avons pris des garanties sur les libertés individuelles et je pense que ce sera utile au bien commun que nous puissions avoir des outils modernes. Le numérique, les outils informatiques, l'intelligence artificielle, c'est comme toute chose. Ça peut être bon, ça peut être mauvais, il faut savoir les conditions dans lesquelles on les utilise. Mais moi, je suis plutôt partisan d'utiliser la technologie pour améliorer la vie des gens. Merci Emmanuel Grégoire d'avoir accepté notre invitation dans Dimanche en politique, à retrouver sur le site ou l'application France Info, rubrique magazine, et sur la plateforme France.tv. Dimanche en politique se poursuit. Rebonjour, Dimanche en politique suite. Michel Barnier, le Premier ministre, a dévoilé sa feuille de route. Mais l'heure des règlements de compte va bientôt arriver. Le nouveau gouvernement arrivera-t-il à faire passer la hausse des impôts pour les plus aisés ? En parallèle, l'État veut faire des économies, mais aussi trouver de l'argent. Par exemple, en taxant les voitures essence ou diesel ou les billets d'avion. Au moment où, c'est une autre question, les prix de l'énergie ont tendance à baisser, l'État pourrait aussi en profiter pour récupérer une partie de l'argent des chèques énergie. On va faire le point sur tout ça avec l'invité de Dimanche en politique, Agnès Pannier-Runacher. Bonjour. Bonjour, Francis Letellier. Ministre de la Transition écologique, mais aussi de l'énergie. C'est ce qui nous intéresse aujourd'hui. Je vous laisse vous installer. Et on va commencer par parler de gaz et d'électricité cette saison. Parce que c'est le moment où commence le froid. Tout le monde commence à rallumer les chauffages et à se dire, oh là, ça va être quoi la facture ? Bon. Jusqu'à maintenant, quand vous veniez sur les plateaux, quand vous étiez ministre de la Transition énergétique, vous arriviez avec des chèques ou le bouclier énergétique pour bloquer le gaz et l'électricité quand ça flambait, notamment après la guerre en Ukraine. Est-ce que ce temps-là est fini ? Alors, déjà, la copie du gouvernement n'est pas finalisée. Elle sera présentée jeudi. Et ça sera le Parlement qui tranchera. Non, mais juste d'abord, sur la philosophie, est-ce que donc, le temps des chèques est fini ? La philosophie, c'est que nous sortons du bouclier énergétique parce que les prix de l'électricité et du gaz qui avaient flambé sur les marchés internationaux sont revenus à des niveaux beaucoup plus raisonnables. Mais cette baisse, on doit maintenant la voir sur la facture des Français. Justement. C'est tout l'enjeu. Alors la question, est-ce que la facture d'électricité des Français va baisser ? Alors, la baisse
que nous observons sur les marchés internationaux permet effectivement de remettre la taxe que payaient les Français avant la crise de l'énergie au niveau d'avant-crise. Et ça n'empêche pas de baisser la facture des Français. C'est-à-dire, clairement. Clairement, si la taxe revient à son niveau d'avant-crise, comme les prix ont retrouvé un niveau normal, le prix que payent les Français baissera. Simplement, il ne faut pas aller au-delà. Baissera quand même, c'est-à-dire parce que il est question que l'État remette en place une taxe sur le service public. Depuis 3 ans, nous avons mis en place un bouclier énergétique et nous avons baissé la taxe sur l'électricité. D'accord. Et nous avions dit que nous remettrons la taxe sur l'électricité au niveau d'avant-crise, dès que la baisse des prix de l'électricité sur les marchés internationaux nous le permettra. Donc à 32,44 € le mégawattheure, ce sera ça. C'est un système de vase communicant. Ça permet de baisser la facture des Français. Ensuite, il y a des arbitrages. Je vais jusqu'au bout, Francis Allez-y, Letellier. et puis après, je vous demande des explications. Il y a des arbitrages qui sont en cours. Et moi, ce que je vous dis, c'est que si on va au-delà, le risque, c'est qu'effectivement, il y ait une augmentation de prix de l'électricité. Il faut être très vigilant parce que les Français modestes et les classes moyennes, si elles doivent payer plus de taxes qu'elles n'ont payé avant la crise énergétique, auront la double peine. Ce sont souvent elles qui vivent dans des passoires thermiques. Donc si je vous entends, il est hors de question d'augmenter la taxe sur l'électricité. Je fais ça pour dire simple, c'est pas exactement comme ça qu'elle s'appelle. Au-delà du prix d'avant, quoi. Ce n'est pas ce que je vous dis. Ce que je vous dis, c'est que les arbitrages sont en cours et que le Parlement va trancher. Mais est-ce que c'est le Parlement ou est-ce que c'est Bercy qui va trancher? Parce que le ministère de l'économie voudrait... Non, parce que le ministère de l'économie voudrait en profiter pour ramener de l'argent dans les caisses. Francis Letellier, vous savez comme moi que dans la configuration politique dans laquelle nous sommes, c'est le Parlement qui tranche. C'est le Parlement qui a le pouvoir. C'est le Parlement qui fera les ajustements budgétaires. Et qu'une copie est présentée par le gouvernement et que nous avons été très clairs sur une chose, c'est que nous devons remettre sous contrôle les finances publiques, mais qu'en revanche, la manière de le faire, ce sera avec le Parlement que nous devons le co-construire, parce que nous n'avons pas de majorité absolue. Entendu. Bruno Le Maire disait il y a encore quelques semaines, la facture d'électricité des Français baissera au 1er février prochain entre 10 et 15%. Est-ce que ce sera ça? Sur le tarif réglementé, c'est effectivement l'objectif. Mais vous savez comme moi que tout le monde n'est pas au tarif réglementé. Et c'est pour ça que c'est un peu plus complexe et que moi, mon objectif, c'est que la facture de tous les Français baisse. Nous n'avons pas encore finalisé les arbitrages. Vous avez ma position personnelle sur le sujet. Donc il faut que la facture d'électricité des Français baisse, ce qui n'empêche pas l'État éventuellement d'augmenter la taxe quand même. Encore une fois, sur le niveau de retour à avant-crise, ça ne pose pas de problème. Si on va au-delà, on va commencer à poser des questions sur cette capacité, cette baisse de la facture des Français. Mais quand vous dites, par exemple, revenir à l'avant-crise, ça veut dire quand même... C'est 32 €, c'est ce qu'on disait. 32 €, oui. c'est ça, voilà, oui. Alors que c'est 22 aujourd'hui. Voilà. Ça veut donc dire que la facture va augmenter quand même? Non, parce que l'énergie a baissé. Je pense que là, on est en train de créer de la confusion. Ah non, je vous jure, c'est très simple. On est en train de créer de la confusion dans l'esprit des gens qui nous écoutent. L'énergie a baissé, donc normalement, la facture baisse. Voilà, basta. Voilà. Donc, vous avez une partie des Français qui ne sont pas au tarif réglementé et qui ont vu leur facture baisser parce qu'ils ont bénéficié de cette baisse du prix de l'énergie sur les marchés internationaux. Donc, ils l'ont vu baisser. Vous avez des Français qui sont au tarif réglementé et qui bénéficieront de cette baisse au 1er février. Même si on remet la taxe à son niveau antérieur, parce que la baisse du prix de l'électricité au global est beaucoup plus importante que cette augmentation de la fiscalité. Là où ça devient... D'accord, là c'est clair, on comprend. Là où ça devient compliqué, c'est si on va au-delà. Parce que si on va au-delà, forcément, on va commencer à grignoter. Et ça veut dire de l'impôt supplémentaire, grosso modo. En français, dans le texte, c'est de l'impôt supplémentaire. Et vous dites non. Tout à fait. Et moi, je dis qu'en tant que ministre en charge de l'écologie et de l'énergie, il faut être très vigilant parce que tout le monde consomme de l'électricité, les classes moyennes, les classes populaires, et donc il faut faire attention à ce que donc ça vous dites hors de question d'aller au-delà. Je dis pas hors de question, je dis faut être vigilant. Ce sont encore une fois tous les Français qui payent. Ce n'est pas l'intention du Premier ministre, de ce que j'ai entendu en déclaration de politique générale, de faire peser des coûts de l'énergie sur les classes populaires et les classes moyennes. C'est un élément important du pouvoir d'achat. C'est aussi un élément important pour les industriels, pour les boulangers, parce que quand il y a taxation, forcément, ça se voit
sur leurs charges. Et donc là aussi, il faudra être vigilant. Et c'est cette ligne que je souhaite tenir. Dernier point, notre électricité, elle est décarbonée. Nous voulons sortir des énergies fossiles. On a tous compris que dans ce cas-là, il faut être vigilant à ce que notre fiscalité ne dégoûte pas de l'électricité décarbonée par rapport au carburant et par rapport au gaz, qui sont des énergies fossiles. La dette, on va en parler. Michel Barnier répète sur tous les tons qu'il va falloir freiner les dépenses publiques. On en parle là à l'instant. Et quand il parle dette, il parle aussi dette écologique. Il y a une épée de Damoclès, tout aussi redoutable, celle de la dette écologique. Nous pouvons et nous devons faire plus pour lutter contre le changement climatique. Le malus sur les émissions de CO2 qui touche aujourd'hui les véhicules les plus polluants aux moteurs puissants pourrait être étendu à des modèles moins émetteurs. C'est encore les gens qui n'ont pas beaucoup de moyens qui vont être le plus pénalisés. De toute façon, les riches, ça les gênera pas trop. Je vois en fait qu'ils veulent en gros avoir une dynamique plus écologique et se tourner vers l'électricité. Mais il faut qu'à ce moment-là, on ait des bornes partout et que ce soit accessible à tous. Bercy envisagerait d'augmenter la taxe sur les billets d'avion pour récolter 1 milliard d'euros supplémentaires. C'est vraiment le gros intérêt du principe de pollueur-payeur. C'est qu'ils permettent à la fois de décourager des pratiques qui sont particulièrement polluantes et en même temps de générer des recettes pour encourager d'autres pratiques. Pensez-vous qu'il suffit de quelques effets de manche et de figures de style éculées pour que le pays aille mieux ? À Paris, bientôt, on mourra de chaud sous des toits en tôle. Le 1er janvier, les logements classés G ne pourront plus être loués sans rénovation thermique. Mais le Premier ministre pourrait adapter le calendrier. C'est encore un signal qui va être très négatif sur toute la filière de la rénovation énergétique et même de façon plus large sur l'engagement de la parole publique. Agnès Pannier-Runacher, le diagnostic de performance énergétique sera simplifié et son calendrier adapté, a dit le Premier ministre. Alors, il y a une échéance toute simple. Au 1er janvier prochain, normalement, les appartements ou les logements classés G, c'est-à-dire vraiment les passoires thermiques, doivent être interdits à la location. Est-ce que ce sera le cas ? Alors, pour moi, ça ne doit pas être le cas s'agissant des logements individuels. Pourquoi ? Parce que sur les logements individuels, ce qui est en jeu, je vais quand même être là aussi, redire à ceux qui nous écoutent. Lorsque vous êtes propriétaire, vous avez votre locataire, ça ne change rien pour lui au 1er janvier. Il ne se passe rien. En revanche, si votre locataire déménage pour une raison X ou Y et que vous remettez en location votre logement, là, on regarde le DPE et si effectivement votre logement est une passoire thermique, on vous demande de faire les travaux avant que de le remettre à la location. Donc ça touche quelques dizaines de milliers de logements et pas les chiffres faramineux que j'ai entendus. Ça, c'est pour placer le cadre. Pourquoi ? Parce qu'une facture G, c'est un locataire qui paye 3, 4 fois la facture de son voisin qui est dans un logement normal. C'est la logique de logement digne ou indigne. Une passoire thermique qui est au niveau G, c'est vraiment une facture qui flambe. C'est insupportable ça passe par les pour toits, la les fenêtres, ça personne. passe partout. Et c'est une personne qui risque même pas d'avoir 19 degrés, même en chauffant au maximum. Mais quand le Premier ministre dit qu'il faut simplifier le diagnostic de performance énergétique, ça veut dire quoi ? Ça, c'est important. C'est un travail qu'on avait entamé d'ailleurs avec Christophe Béchu quand j'étais encore à la transition énergétique. On s'est aperçu que dans le diagnostic qui était proposé, il y avait des biais de construction. Une petite surface avait beaucoup plus facilement une mauvaise note parce qu'en fait, dans une petite surface, vous consommez de l'eau chaude pour votre douche et qu'en règle générale, vous prenez une douche dans une petite surface ou une douche dans une grande surface. Donc, il y avait un biais de construction. Ça a été corrigé. On a un deuxième biais de construction qui est que les logements qui se chauffent à l'électricité sont, pour des raisons techniques dans lesquelles je ne vais pas rentrer, moins bien classés que les logements qui sont chauffés au gaz. C'est absurde. L'électricité est décarbonée en France. Le gaz ne l'est pas. Pourquoi avoir ce biais ? Donc ça fera partie de la simplification. Donc ça, ce sont des simplifications évidentes. Parce que des fois, les DPE, c'est un peu au petit bonheur la chance aussi. Voilà. Une troisième chose, c'est les copropriétés. Sur les copropriétés, vous pouvez vouloir faire les travaux, mais vous devez avoir l'autorisation parfois de votre assemblée générale de copropriété. Ça rentre pas dans les délais. L'assemblée générale ne se réunit pas. Vos copropriétaires sont pas d'accord avec ça. Vous êtes coincés.
comment vous avancez. Et donc là aussi, il faut faire preuve de pragmatisme. De souplesse, ça veut dire. De pragmatisme ça veut dire quoi? Et de bon sens. Eh bien, ça veut dire que lorsque quelqu'un a sincèrement essayé de faire les travaux, il faut prendre en compte le fait que ça peut prendre plus de temps dans une copropriété d'obtenir l'autorisation et que nous avons un enjeu en parallèle de gens qui ont du mal à se loger et qui doivent avoir accès à des logements. Alors, il y a un autre sujet qui fait débat, c'est le malus sur les voitures. Parce que vous savez que plus les voitures sont polluantes, plus il y a un malus écologique. Bon, je ne vais pas rentrer dans les chiffres, c'est trop compliqué. Mais la question, c'est de savoir si le niveau de pollution va être baissé pour calculer le malus, oui ou non? Oui, tout à fait. Il va être c'est baissé. Normal. Et c'est normal. Il va être baissé à combien? Alors, Parce là que encore, maintenant, c'est 118 grammes de CO2 voilà. au kilomètre. Non, mais encore une fois, comme vous le savez, il y a les arbitrages, ils sont en train d'être faits. Mais ça va baisser. Voilà. Mais ça va baisser et ce n'est pas une nouveauté. Ça baisse chaque année. C'est-à-dire que l'idée, là, il n'y a aucune surprise sur cette politique-là. Non, mais plus ça baisse, plus de voitures vont avoir le malus écologique. Oui, mais ça veut dire aussi que vous comparez les gros SUV, c'est pas les Français des classes moyennes et populaires qui s'achètent des gros SUV. Et je rappelle que, pour ceux qui sont inquiets, qu'il y a, évidemment, on prend en compte les voitures familiales lorsqu'on a des familles nombreuses. Mais ça veut dire des voitures plus chères à l'arrivée. Mais ça veut dire que les voitures qui sont des gros SUV, les Audi, Q4, Q7, tout ça, effectivement, ça sera plus cher. Pour inciter à regarder des voitures moins émettrices. Les classes qui ont les moyens d'investir dans une nouvelle voiture, pourront plus naturellement aller vers des véhicules électriques. Alors justement, à propos de véhicules électriques, parce que Michel Barnier, dans la Tribune dimanche aujourd'hui, pointe du doigt des dépenses mal maîtrisées. Plein, il en voit partout. Mais notamment sur les voitures électriques. Il dit qu'il y a 3 dispositifs pour les voitures électriques. Il va falloir faire le ménage là-dedans ? Et il s'interroge sur la simplification de ces dispositifs. Ah oui, parce que 3, on ne sait plus qui paie quoi à la fin. Si, on sait très bien qui paye. Alors pourquoi il dit ça ? Parce que ça veut dire qu'il faut faire le ménage, donc du rabotage sur les aides. Il y a 2 choses. Il y a le budget, et encore une fois, on ne va pas se payer de mots. Nous sommes dans une situation financière qui oblige à faire des baisses de dépenses. Et je pense que tout le monde aura compris qu'il est plus naturel de faire des baisses de dépenses que d'augmentation d'impôts dans un des pays qui taxe le plus au monde. Mais sur les aides aux voitures électriques. Donc, il y aura des baisses de dépenses partout, sur tous les budgets. Et tous ceux qui nous disent que c'est mal de faire une baisse de dépenses ici, ils n'ont qu'à nous proposer d'augmenter, je vais jusqu'au bout, d'augmenter les dépenses ailleurs. Donc, il y aura moins d'aides sur les voitures électriques. Il y a des efforts qui sont faits partout. Ensuite, il y a la manière de les faire et de les cibler. Vous pouvez décider de cibler ces aides sur les ménages des classes moyennes et populaires qui ont besoin d'une voiture pour aller travailler. C'est un choix de politique publique. C'est un choix social et pas un choix lié à la voiture. Et ce choix se fera pas tout de suite, mais avant la fin de l'année, puisqu'il y a 2 moments. Il y a l'enveloppe dont nous allons disposer. Ça va être dans le budget et le Parlement en discutera. Et il y a la manière dont on emploie cette enveloppe. Qui en profite au premier chef? Moi, je suis pour le leasing social. Ça a très bien marché. C'était une promesse d'Emmanuel Macron. C'était une promesse d'Emmanuel Macron. Ça a surtout permis à beaucoup de Français qui ont des moyens modestes et qui habitent en ruralité d'avoir accès à une voiture électrique à un prix très compétitif. Donc, plutôt cibler les familles plutôt que la voiture, quoi, c'est ça. Plutôt le foyer fiscal que la voiture. Ouais, cibler les gens qui ont besoin d'une voiture et qui ne peuvent pas s'en passer et à qui on dit équipez-vous en voiture électrique et qui disent j'ai pas les moyens. Eh ben, il faut leur permettre d'avoir une voiture électrique qui soit à peu près au prix de la voiture thermique. Ce d'autant que je rappelle une chose, c'est que le carburant d'une voiture thermique coûte 1200 euros de plus chaque année, en moyenne, ça dépend de votre kilométrage, mais c'est 1200 euros de plus qu'une voiture électrique. Ça aussi, c'est intéressant. L'arrivée de Michel Barnier à Matignon marque un changement de style avec son prédécesseur Gabriel Attal, que vous avez connu aussi. L'expérience suffira-t-elle ? Haute stature pour le physique, longue expérience pour le parcours politique. Chez les agriculteurs, Michel Barnier est venu tester son style. C'était peut-être pas né, mais j'étais ministre de l'Agriculture. Je sais. Agriculture, environnement, Europe, avoir son sillon dans des gouvernements de droite l'a-t-il vraiment préparé à gouverner sans majorité ? Nous avons trouvé beaucoup d'engagements, beaucoup de promesses, moins d'argent. Le gouvernement a décidé de jouer collectif. Collectif ou solo ? Entre républicains et macronistes, la guerre est larvée. Lorsque Bruno Retailleau s'en prend à l'état de droit, tandis que la ministre de la Santé, elle, ne veut pas toucher à l'AME. À l'Assemblée nationale, Michel Barnier règle ses comptes avec son prédécesseur. Merci à Gabriel Attal de ce soutien vigilant. Je serai très attentif à vos propositions d'économies supplémentaires. Très attentif.
Une mise à l'index qui passe mal. Pour faire face à un déficit que j'ai trouvé en arrivant. Au Palais du Luxembourg, où la droite sénatoriale est clairement majoritaire, Michel Barnier prévient. Attention fragile mais pugnace. J'ai pas besoin qu'on me rappelle non plus que le sort du gouvernement, le mien, dépend d'une conjonction probable ou improbable entre l'extrême gauche ou l'extrême droite. Enfin, je sais tout ça. Et tout ça, le président de la République ne peut l'ignorer, lui qui a choisi le capitaine sans prévoir ni l'équipage ni le cap. Venez là. À savoir si l'art de couper le ruban pourra le tenir éloigné durablement des turbulences. On sent qu'il y a de l'expérience. Agnès Pannier-Runacher, Michel Barnier a rappelé qu'il avait été ministre de l'Environnement il y a 30 ans. Il a parlé de dette écologique dans son discours à l'Assemblée. Est-ce qu'il sera plus écolo que ses prédécesseurs que vous connaissez bien, que ce soit Jean Castex, Gabriel Attal, Elisabeth Borne? Mais ça, l'important, c'est les faits qui Est-ce qu'il sera plus le écolo d'après montrera. vous? En tout cas, moi, ce que je note, c'est qu'il met au même niveau la dette financière et la dette écologique. C'est qu'il est un de ceux qui, parmi les premiers de sa propre famille politique, parce que nous sommes différentes familles politiques, c'est rappelé d'ailleurs dans cette introduction. Et nous ne partageons pas le même logiciel politique. C'est pour ça qu'on n'est pas toujours d'accord. Oui. Et c'est le premier, quasiment, avec Jean-Louis Borloo, dans sa famille politique, à avoir fait du combat contre le réchauffement climatique une vraie priorité. Même si votre budget risque de baisser, parce qu'il faut faire des économies partout. Mais il faut faire des économies partout, donc ça peut pas être un élément, je dirais, qui justifierait une moindre application politique. En revanche, ce qui est important, c'est quelles seront nos priorités et comment on avance. Et moi, ce qui me paraît essentiel, c'est qu'il a très clairement dit que la planification écologique qui avait été entamée avec Elisabeth Borne serait poursuivie, qu'on aurait un plan national d'adaptation au changement climatique dans les prochaines semaines, qu'on aurait une programmation pluriannuelle de l'énergie dans les prochaines semaines et qu'on aurait une stratégie nationale bas carbone dans les prochaines semaines. Ça, c'est essentiel. Vous venez de la gauche, vous vous sentez bien dans ce gouvernement? Non, mais je le dis très simplement. Il y a beaucoup de choses que je ne partage pas avec des collègues du gouvernement. Sinon, on serait de la même famille politique. Donnez-moi un exemple. Moi, je partage le point de vue de Geneviève Darrieussecq sur l'AME. Il faut maintenir l'aide médicale d'État. Il faut maintenir l'aide médicale d'État, pas pour se faire plaisir, mais tout simplement en rappelant que celle-ci a déjà été réformée par notre gouvernement, qu'elle ne finance pas des soins de confort comme certains, notamment à l'extrême droite, le laissent entendre, et je trouve que c'est très délétère, et qu'elle est essentielle pour la santé publique, parce que si vous laissez disséminer des foyers de maladies infectieuses comme la tuberculose, c'est tous les Français qui payeront. On va retrouver Romain Herreros du Huffington Post pour sa carte blanche, rédacteur en chef du service politique du Huffington Post. Bonjour Romain. Bonjour Madame la ministre. Les temps changent, mais vous restez Agnès Pannier-Runacher. Oui, vous êtes ministre depuis 2018, c'est un quasi record de longévité, sous Emmanuel Macron, dont l'un des dogmes était donc de baisser les impôts. Michel Barnier a annoncé l'inverse sur les plus fortunés. Est-ce qu'il ne remet pas en cause le macronisme? Non, pas du tout, parce qu'encore une fois, je veux dire, à un moment, il y a aussi la réalité de la situation financière. Le sujet qu'on a, c'est de ne pas se mettre dans la main de ceux qui nous financent. De ne pas être dans une situation où, parce qu'on perdrait la confiance des marchés financiers, le coût de notre dette augmenterait, et là, oui, tout l'argent qu'on a investi au service de la croissance, on serait obligé de le consacrer au paiement des intérêts de notre dette. Est-ce que votre ancien collègue Gérald Darmanin trouve ces hausses inacceptables? Est-ce que vous craignez que la maigre majorité qui soutient votre gouvernement se fissure? On aura un dialogue qui sera exigeant. J'étais, avant d'entrer sur ce plateau, en discussion de réunion de groupe, précisément sur ces sujets. Quelles sont notre ligne? Quelles sont nos lignes? Et sur les hausses d'impôts? Et sur les hausses d'impôts, on le dit très clairement. Attention à ne pas tomber dans la facilité de hausse d'impôts qui nous détournerait de la question de comment nous baissons les dépenses de manière structurelle, de manière récurrente. Et il ne faut pas aller taxer les classes populaires et les classes moyennes. Bien sûr, des hausses ponctuelles sur les plus aisés ne nous posent pas de problème. Mais il faut être clair sur ça. Sur ce terrain, Michel Barnier, il est en terrain mouvant. Même lui ne sait pas trop combien de temps il pourra rester en poste. Combien de temps vous pensez que ce gouvernement tiendra? Mais moi, je vais vous dire, je pense que pour les Français, il faut avoir un gouvernement le plus stable possible. Mais ça ne veut pas dire avoir un gouvernement stable, qu'il n'y ait pas des discussions qui soient rugueuses. Ça serait même le signe que ça fonctionne. Ça voudrait dire que chacun prend ses responsabilités. Un gouvernement Barnier
il tomberait à condition qu'il y ait une alliance de la gauche et du Rassemblement national. Mais si on discute au Parlement de où on met les efforts sur les dépenses publiques et sur les impôts, depuis la nomination de Michel Barnier à Matignon, on entend surtout les ténors de la droite, comme Bruno Retailleau ou Laurent Wauquiez. Est-ce que ce sont eux maintenant qui dictent le tempo ? Non, je ne crois pas. Je crois qu'on nous entend aussi. Je crois qu'on entend Gabriel Attal. Je crois qu'on entend Elisabeth Borne. Je crois qu'on m'entend aussi. Vous on avez entend aussi le MoDem. contesté la remise en cause de l'état de droit par Bruno Retailleau. Depuis, il s'est expliqué en disant qu'il parlait du droit en général et non pas de l'état de droit. Et donc, nous sommes d'accord, il ne parlait pas de l'état de droit. Est-ce que vous êtes rassuré par cette justification ? Oui, tout à fait. Je pense qu'il était important d'avoir cette clarification et qu'il était clair que nous devions aussi obtenir cette clarification. L'état de droit est intangible. Le droit, c'est l'objet du Parlement que de le modifier, de l'adapter à la réalité de la situation du pays. Et en tant que représentant de l'aile gauche de la Macronie, est-ce qu'il y a des choses que vous n'accepterez jamais, des lignes rouges qui pourraient vous inciter à quitter le gouvernement ? Tout à fait, mais ça, on le verra aussi dans... Quels sont les principes que vous mettez ? Mais je le redis, il y a un certain nombre de sujets où il ne faut pas faire des rodomontades législatives, il faut agir sur le terrain. Et d'ailleurs, le Premier ministre l'a dit très clairement. Il a dit sur l'immigration, on a un pacte asile-immigration européen. Utilisons-le. Donc l'immigration, ça fait partie de vos principes. Est-ce qu'il y a un autre principe sur lequel vous ne dérogerez jamais ? Je crois, mais on a eu des engagements très clairs aussi. C'est sur tout ce qui est lutte contre les discriminations à l'égard des homosexuels, à l'égard des femmes, être intangible sur les violences sexuelles faites aux femmes et les violences faites aux femmes en général. Pour la constitutionnalisation de l'IVG, est-ce que vous sentez que voilà, ces choses-là ne pourraient... Enfin, est-ce que vous faites confiance à Michel Barnier pour maintenir ces lignes ? Et je le redis, il a pris des positions très claires sur ce sujet-là. Il n'y aura aucun recul. Vous lui faites confiance ? Et il n'y aura aucun recul. 2, et je suis désolée, il y a une majorité au Parlement pour qu'il n'y ait aucun recul. Aucune famille politique aujourd'hui, aucune famille politique ne remet en question la constitutionnalisation de l'IVG. Ne faisons pas peur aux Français sur des sujets qui ne sont pas sur la table aujourd'hui. Mais moi, je serai très vigilante sur ce qui est mes valeurs. C'est mon rôle au sein du gouvernement. Je suis également très vigilante à ce que les positions de mon groupe politique soient, je dirais, défendues au sein du gouvernement. Après, encore une fois, c'est le Parlement qui tranchera. Et si la gauche accepte de jouer le jeu, si la gauche pèse sur les textes parlementaires, la gauche du centre, enfin du bloc central et la gauche qui est au-delà du bloc central, alors on aura des textes... Vous pensez à qui, aux socialistes notamment ? Mais bien sûr, les socialistes ont une tradition parlementaire. Alors, soit ils sont, je dirais de manière pavlovienne, à voter des motions de censure avec le Rassemblement national, c'est une option. Je ne pense pas qu'elle soit bonne pour les Français. Soit effectivement, eh bien, on pose la question des impôts, on pose la question de la baisse des dépenses publiques et on trouve des compromis. Merci. C'est ce que nous demandent les Français. Merci Romain. Total Energy fera partie des grands groupes qui vont être taxés en 2025 sur leurs bénéfices, parce que Total Energy fait des bénéfices et beaucoup, tant mieux d'un certain point de vue. Les écologistes, eux, ont une autre idée. Ce serait de taxer sur 3 ans les super-profits de toutes les entreprises pétrolières et gazières parce qu'ils estiment que ces entreprises sont responsables de la crise climatique. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça ? Alors, c'est une approche dont j'arrive mal à voir comment elle peut être mise en œuvre concrètement parce que les mêmes groupes pétroliers, d'abord on n'en a qu'un en France qui exerce vraiment en France et il n'a aucune activité pétrolière en France. Et vous avez sinon Engie qui exerce en France, mais pareil. Quand vous dites ça, quel groupe ? Total n'a pas d'activité d'exploration-production en France de pétrole. Et Engie n'a pas d'activité d'exploration-production de gaz en France. Or, la France taxe tous les bénéfices qui sont réalisés en France, qu'il s'agisse de groupes français ou de groupes étrangers. Donc, de manière, je dirais, technique, je ne vois pas comment ça marche. En revanche, là où je suis d'accord avec l'approche, c'est ce principe de entre guillemets, pollueur-payeur. C'est-à-dire qu'il faut le plus possible faire en sorte que les énergies fossiles coûtent plus que les énergies décarbonées. Le Total envisage de se faire coter en bourse à New York et en même temps fait des rachats d'actions que le gouvernement veut taxer. Est-ce qu'il est imaginable que Total échappe aux impôts en France ?
Alors, pas du tout. Deux choses. D'abord, les rachats d'actions, ils sont taxés aux États-Unis. Donc, ils sont plus taxés aujourd'hui aux États-Unis qu'en France. Et deuxième chose, ce qui est important, c'est le siège social. Le siège social, il est en France, donc la taxation se fait en France. Et vous êtes sûr qu'il restera en France, Total Energy? Eh bien, écoutez, j'espère. En tout cas, je n'ai pas entendu d'indication dans le sens contraire. Merci Agnès Pannier-Runacher d'avoir accepté notre invitation dans Dimanche en politique. Tout de suite, ici 12-13, actualité de la mi-journée dans votre région. Bonne semaine, bon dimanche et à la semaine prochaine.